Personne n'est un expert objectif et légitime, moi non plus, alors tu nous rejoins? Bon, aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de personne, je suis solo. Et personne m'a demandé mon avis sur les maillots de Ligue 1 de cette saison, les ultis de chaque agent de Valorant et la discographie de SCH. Mais je vais la donner quand même. Alors pour les maillots de Ligue 1 donc de cette saison 24-25, on va voir qu'il y en a des très très beaux, des moyens, puis quelques-uns assez horribles je pense, mais on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer avec Angers qui ouvre le bal en Ligue 1. Donc on voit le premier d'Angers avec ce maillot noir, maillot de Nike. Franchement, j'aime bien. Les bandes peut-être un poil larges, puis il n'y a pas tant de travail que ça non plus sur le maillot. L'avantage c'est que le sponsor franchement se mêle bien au tout. Honnêtement, le domicile d'Angers, j'aime plutôt bien. École noir et blanc, fondation pour le petit sponsor. Donc franchement, à voir porter sur les joueurs à quel point les bandes font large. Mais j'aime bien le logo dans la bande blanche, le Nike dans la bande blanche également. Ça passe bien. Ouais, assez simple, mais bon, efficace pour Angers. Donc là, je dirais quand même un bon... J'hésiterais quand même à aller dans beau. Je pourrais dire quand même un bon ça passe. Allez, ça passe pour le premier de ce classement. C'est encore Angers. Maillot extérieur d'Angers, pareil, le même sponsor, toujours noir et blanc, avec leur petit motif en fond, la cathédrale. Ça ressemble un peu au maillot Fern de Milan de l'année passée, avec le Duomo qu'ils avaient fait, avec la gamme Pleasures en gris noir et en beige blanc. Donc honnêtement, je l'aime pas mal. J'avoue que c'est dur à voir comme ça sans être porté, je veux dire. Le col assez basique, juste un col blanc. Donc honnêtement, j'aime bien. Je le mettrais en beau, mais une petite réserve parce que j'attends quand même de voir porter sur les joueurs qu'est-ce que ça ressemble également. Donc le extérieur d'Angers en beau. Ensuite on passe avec Auxerre. Alors le domicile d'Auxerre qui présente donc la bande basique en diagonale avec les petits carrés en mode pixel. Honnêtement je suis pas très fan. Le col est assez quali, honnêtement le col a l'air vraiment pas mal par Macron. Les motifs en pixel bleu comme ça, ce dégradé bleu vers le blanc qui repart par le haut. Honnêtement je suis vraiment pas fan. Donc c'est ça, c'est dommage, les sponsors étaient bien intégrés je trouve. Il y en a quand même beaucoup. Là j'en vois quand même 1, 2, 3, 4, 5 avec celui sur la manche, mais 4 sans trou. Il y en a quand même beaucoup, mais malheureusement la bande diagonale pixelisée comme ça, aïe aïe aïe, c'est quand même compliqué. Je suis désolé, mais pour moi ça part en Ligue 2. Ciao. Ensuite, l'extérieur. Donc l'extérieur d'Auxerre, honnêtement, je vois le délire qu'ils ont fait. Le col, pareil, franchement, il est vraiment bien. Les sponsors, encore une fois, bien intégrés. Mais leur logo mis en noir et blanc comme ça, c'est quand même un peu différent, un peu bizarre. Pareil, à voir une fois en match porté. Surtout la texture, je dirais, du logo en noir et blanc imprimé sur le fond, que je dirais ça passe. Mais attention. Ensuite le third, honnêtement là j'aime pas du tout. Ça fait un bon genre de mix avec le premier puisque ils ont repris les motifs pixelisés de la bande en diagonale pour la mettre sur le torse à l'horizontale comme ça. Et honnêtement, j'ai vraiment du mal. L'intégration du sponsor au milieu est très douteuse avec un fond blanc. Et derrière le fond blanc, justement, on aperçoit les pixels. Donc ouais, non, là c'est... Honnêtement, ça fait presque regretter le premier que je trouve pas incroyable. Ensuite, Brest. Alors Brest. Honnêtement, Brest, il y a quand même beaucoup de sponsors. Ils sont bien intégrés. Mais c'est quand même dur. Le maillot, il reprend le template Adidas basique avec les bandes en diagonale qui montent un peu doucement sur les côtés au niveau des hanches. Le big logo Adidas, franchement, il est vraiment énorme. Aussi gros que celui de Brest, voire peut-être plus. Donc c'est ça. Après, le maillot est cool. J'ai un peu du mal quand même vraiment avec les sponsors que je trouve quand même vraiment gros. Pas trop de motifs, mais c'est ça. Je le mettrais quand même en beau. On va pas être trop dur aujourd'hui. Ensuite, le maillot extérieur de Brest. Alors, le gros sponsor Yaourt Malo avec les 2 tours de Saint-Malo. Honnêtement, ça casse tout. Le petit Brescola au milieu, ça passe. J'aime bien quand même le logo extérieur de Brest en blanc sur fond rouge, en inversé du logo régulier qu'on a habituellement. Le template Adidas fait bien le taf. Les bandes horizontales, honnêtement pareil, j'ai du mal à adhérer. Donc il y a un délire. Mais je suis moins fan, je le mettrais quand même en ça passe. Honnêtement, ça va, ça passe, mais attention.
Le troisième de Brest, on finit avec le club. Là, les petits points, les couleurs, il y a rien qui va, il y a 3 couleurs différentes. Le seul point positif, je trouve, c'est quand même le logo de Brest en bleu marine. Donc honnêtement, il passe bien, mais les couleurs, le template, tout, il y a rien qui va. Là, c'est direction même pas la Ligue 2, là, c'est le National 3. Le maillot du Havre, aïe aïe aïe, qui reprend le motif de la salamandre, divisé en 2 au milieu avec bleu ciel, bleu marine d'un côté. Honnêtement, il est vraiment très très beau. Le col, pareil, bleu ciel aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Je dirais le seul défaut, encore une fois, mais le sponsor SJM sur l'épaule gauche est bien intégré, mais le sponsor Winamax rouge en plein milieu, ça se voit qu'ils avaient pas trop le choix. Je pense que Winamax voulait vraiment imposer sa couleur rouge et pas aller dans le ton blanc. Mais honnêtement, il passe bien. Le maillot est parfait. Juste dommage de pas avoir vu le sponsor jouer le jeu. Donc franchement, ça va direct dans magnifique. Il est vraiment très très beau. L'extérieur, on voit qu'il y a un petit motif en dégradé sur le fond, plus la bande diagonale de l'épaule droite à la hanche gauche qui le dépasse. Le logo du Havre comme ça est vraiment très très beau. Avec la petite salamandre, ça passe bien. J'aime beaucoup le col, j'aime beaucoup le rappel du col sur les manches, vraiment bien. J'hésite entre beau et ça passe quand même. Je vais quand même le mettre dans beau. Ça fait plaisir, le Havre qui travaille bien encore une fois. Non, c'est de bonne facture. On enchaîne avec Lens, le RCL. Là, les couleurs habituelles de Lens, le rouge, le jaune, qui rappellent leur sponsor short McDonald's. Sur celui-là, j'ai quand même du mal. Les big bandes, franchement, les bandes sont vraiment larges. Le col est pas mal, mais je trouve ça dommage de rajouter du noir, alors qu'il y a beaucoup de blanc aussi sur le maillot. Ça fait beaucoup de couleurs, noir, blanc, même si c'est pas vraiment des couleurs, jaune, rouge. J'ai quand même l'impression qu'il part dans tous les sens. Je pense que les fans vont vraiment apprécier. Mais si t'es pas fan du RCL, honnêtement, c'est quand même assez compliqué. On voit qu'il y a quand même un petit motif un peu avec des traits dans le fond sur le jaune. Mais je suis vraiment pas très fan. Donc, pour moi, ça part en Ligue 2. Ensuite, le maillot extérieur de Lens. C'est un vert bleu un peu comme ça sur le fond du maillot, le col, les manches. C'est très bien structuré. Il n'y a pas de parti pris comme le maillot domicile avec la bordure des sponsors qui était vraiment noire et le fond blanc. Là, c'est tout blanc. Il y a le petit design sur le maillot avec le petit marteau, etc. qui rappelle justement toute la culture minière du nord de la France. Honnêtement, il est vraiment très très beau. Celui-là, ça part en magnifique. J'ai hâte de le voir en match également. Alors, le maillot fer de Lens, aïe, je le trouve vraiment pas beau. Le col, très plongeant, ce filet de badminton là qui passe comme ça, franchement c'est assez horrible. Là, tous les sponsors sont noirs. Le premier, c'était la bordure qui était noire et le fond blanc. Le deuxième, fond blanc, là, tout noir. Donc au moins là-dessus, c'est cohérent. Mais les bandes comme ça, il est blanc sur le fond, avec ces bandes rouges et jaunes qui s'alternent. Mais je vois surtout les 2 bandes du milieu. Le centrage est pas du tout équivalent aux autres. Les proportions sont assez bizarres. Je suis curieux de voir quand même le dos du maillot. Mais là, comme ça, non, ça fait pas très envie. Puis mal. Ensuite, Lille. On continue sur le nord de la France. Alors, New Balance qui nous sort une nouvelle édition. Honnêtement, là, ce maillot domicile, comme d'habitude, rouge et blanc, je le trouve pas mal. Boulanger un peu gros quand même. Le motif un peu qui descend comme ça en V sur le torse a l'air intéressant. J'ai du mal à le voir quand même au-delà de ce concept, qu'est-ce que ça peut donner. Le col a l'air intéressant. Franchement, le col est vraiment bien. Honnêtement, je le mettrais en beau. Je pense que Lille a eu des maillots plus beaux ces dernières années. Mais là, comme ça, je le laisserai quand même en beau. Le maillot extérieur de Lille, franchement, il est pas mal. Au moins, les sponsors, tout est bien intégré. Le logo, le blason du club est bien intégré également. Ils ont retiré le rouge. Tous les logos sont blancs et bleu marine. Juste les petits motifs comme ça, un peu en zigzag, rouge, blanc, pixelisé. J'avoue que ça casse un peu la tête. C'est dommage de pas les avoir mis sur les épaules également. Même si sur le col, ça reste pas mal. Donc honnêtement, je le mettrais en ça passe. Je le trouve bien pour les sponsors et le blason. Mais le reste, je suis pas trop fan. Le maillot extérieur de Lille, là par contre, je suis désolé. Je sais que ça respecte l'identité locale avec le pentagone, mais là, c'est pas possible. Le jaune, le gris, le noir qui se mélange également. C'est un maillot pour sortir les poubelles, ça. Franchement,
Je sais pas quoi dire d'autre. Non, ça passe pas. C'est cohérent pour ce que c'est pas positif. Ciao. Lyon. Aïe, 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 on attaque l'Olympique Lyonnais. Alors, peut-être à votre grande surprise, parce que je sais qu'il est très, très, très apprécié. Le nouveau maillot domicile de Lyon. En plus, avec le nouveau logo Adidas qui n'a plus la mention Adidas sur le côté droit, c'est juste le big logo. Et il y a toujours le Emirates qui est assez centré et assez haut, avec notamment le contour blanc, le template Adidas basique, avec à droite le rouge, à gauche au niveau de la hanche la couleur bleue de Lyon, les bandes Adidas sur les épaules qui restent toujours bleues, cette grande bande centrale rouge et blanche qui se termine par des petits pixels comme justement la représentation qu'elle essaye de faire avec la Saône, le Rhône, la Confluence de Lyon tout simplement. Je suis pas très fan de ce dégradé rouge et bleu qui se finit sur le blanc. Donc pour moi ça reste dans sa passe, dans le sens où il n'y a pas de grosse prise de risque, c'est pas très moche. Mais honnêtement, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il a aucune âme. Le maillot extérieur. Ah là là. C'est vraiment le maillot Mikotadze 69 floqué dans le dos, celui-là. Très très beau. Noir, fond noir. Épaule droite rouge, épaule gauche blanche. Enfin, je parle juste des bandes d'Adidas. Le logo Adidas, le sponsor, tout en blanc. Franchement, très très beau. Le col un peu en V, mais pas trop plongeant. Donc j'avoue que honnêtement, il me régale quand même. Et surtout, les petits OL écrits en fond du maillot justement sur fond noir avec le thème un peu en gris. Honnêtement, il ressort vraiment très très bien et ça part en magnifique. N'hésitez pas à me laisser savoir quel est votre maillot préféré de tout ça, sans parler de supporterisme, juste lequel vous trouvez le plus beau. Je ferai mon top 5 à la fin, donc je vous rappelle justement les catégories. Top 5, magnifique, beau, ça passe, et direction la Ligue 2. Donc pour l'instant, là où j'ai le plus de... c'est assez dégressif, on le voit pour l'instant, une petite colonne, 3 dans magnifique, 4 dans beau, 5 dans ça passe, puis 6 dans direction la Ligue 2. Donc on va voir, même si je suis peut-être un peu dur sur certains, je pense qu'au global il y a quand même beaucoup de maillots qui sont de très bonne facture, donc c'est ça. Donc on finit avec Lyon, le maillot Ferd de Lyon avec le rose sur une épaule, le rouge un peu plus terre, nacré, ces couleurs qui rappellent les maisons du vieux Lyon. Donc franchement je le trouve vraiment très très beau. Le sponsor, le big logo Adidas, le logo de Lyon qui sont bien en adéquation avec le maillot, le col est pas mal, tout est propre, il n'y a rien à dire, le maillot il est incroyable, donc ça va également dans magnifique. Marseille, après avoir fait Lyon, on fait le deuxième olympique. Alors Marseille, pareil, 3 maillots cette année dévoilés pour Marseille. Donc le premier maillot domicile, ils ont repris un blason, un big blason justement, avec le template de Puma. Honnêtement, le col, je suis pas très fan avec pareil ce petit filet là qui casse le col un peu en rond. Je comprends pas pourquoi. Les couleurs un peu en bleu marine, honnêtement, je les trouve pas mal. C'est sûr que c'est pas les couleurs officielles de l'OM qui sont plus bleu ciel. Je comprends pas trop qu'est-ce que ça a à faire là. J'avoue que le maillot, il n'y a pas de design sur le fond. Il est assez basique. Donc c'est ça va très bien à Pierre-Emile Højbjerg, mais honnêtement, je suis vraiment pas fan. Que je le mettrais quand même dans sa passe, mais je pense qu'il y a mieux. Alors, le maillot extérieur de l'OM, justement, ah là là, celui-là, il remonte vraiment le niveau par rapport au premier. Je suis pas Marseillais et pourtant, si j'étais Marseillais, je l'aurais acheté quand même directement. Le logo de l'OM, le Puma et le sponsor en doré. Surtout que le sponsor est pas trop encombrant, je trouve. Le fond bien un peu nébuleux avec cette forme un peu de nuage. Je sais pas exactement ce que c'est. Un nuage mi-vase, un peu comme ça, cette texture un peu plus sombre qui se mélange avec le bleu marine justement. Là, ça fonctionne parfait. Et c'est pas vraiment un bleu marine non plus, c'est un peu un bleu vert. Je saurais pas dire exactement. Le bleu est vraiment top. Le col est très très beau aussi. Bleu ciel et blanc. Donc celui-là, ça passe direct en magnifique. Franchement, il est vraiment très très beau. Vous avez de la chance les Marseillais cette année, comme Lyon avec l'extérieur, Lens également. Beaucoup de beaux maillots extérieurs pour l'instant. Et le troisième de Marseille, oh là là. Franchement, c'est le maillot parfait pour cuisiner des gnocchis. C'est le maillot Lustucru. C'est quoi ces manches? C'est quoi ce col bleu avec des carrés noirs comme ça? Qu'est-ce qui est passé par la tête de Puma sur celui-là? Surtout que maillot orange avec du bleu et des motifs
en carré noir comme ça. C'est vraiment un mélange. Tu sais pas si tu dois aller à la cuisine ou si tu dois faire le job de stadier. Honnêtement, c'est un maillot pour un peu tout faire, mais il fait pas grand chose. Avec un maillot comme ça va direct en Ligue 2, honnêtement. Horrible, ça pique les yeux. On passe avec l'ASM d'Agues Monaco, alors qu'il y a toujours le même template pour le maillot domicile. Capa là-dessus, plat du pied sécurité, toujours cette bande diagonale, le rouge, le blanc, l'intégration parfaite du sponsor APM, qui je trouve est quand même un peu trop gros. Ça. Honnêtement, le APM est quand même un peu trop gros, mais les manches sont pas mal, le col est très bien aussi, même si c'est du Monaco basique, je le sais. Je le mets quand même en beau, honnêtement, il est quand même très beau. Ensuite, on passe avec le maillot extérieur de Monaco, ce bleu-vert qui ressemble beaucoup à celui de Lens, justement, donc je trouve qu'il passe bien. Le logo, malheureusement, il est encore un peu trop gros. Il est un peu trop gros, le APM. Mais sinon, c'est très bien. Le col, bon, sobre, basique. Donc honnêtement, celui-là, j'ai quand même envie. J'hésite entre beau, magnifique. Thibaut, est-ce que tu veux me donner ton avis sur celui-là? Bon alors, je fais appel à un joker. Thibaut, le maillot de Monaco, l'extérieur, comment tu le trouves? Bah écoute, moi j'aime beaucoup ce petit vert, hein. Ce petit vert foncé. J'aime bien les motifs également. Mais bon, le maillot est quand même assez simple sur le col. Je trouve ça peut-être un peu dommage à voir en vrai comment ça rend. Mais dans quoi est-ce que tu le mettrais? J'avoue que je le trouve quand même très beau. Mais comparé au maillot extérieur de Marseille, de Lyon, de Lens ici, j'hésite entre magnifique et beau. Peut-être en beau, ce serait un bon fit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'en beau, ça peut le faire. Alors, pas en magnifique, mais c'est quelque chose que je porterais, tu vois, au quotidien quand même. Ok. Ouais, ça c'est ça. Donc mieux que ça passe, mais pas non plus au point d'aller magnifique. C'est ça, c'est entre ça passe et le beau, je trouve, quand même. Parfait. Ouais. Bon, bah on le met en beau. Alors on est généreux avec les monégasques. Parfait. À tout à l'heure. À toutes. Ensuite, donc le maillot Third de Monaco. Alors justement, ce maillot très très beau avec ses ondes qui passent comme ça. Les sponsors, honnêtement, j'avoue, je les kiffe bien. Le col, pareil, le blanc serti de noir. Franchement, ça fait vraiment le taf. Le logo, pareil, ils l'ont changé. Ils ont enlevé le rouge et le blanc pour le mettre vraiment cette couleur un peu noire. Franchement, très sobre. Honnêtement, il est quand même très très beau. Je pourrais le passer en magnifique une fois que je l'ai vu porter. Là, je le mets quand même en beau, mais attention, franchement, il y a ça de passer au-dessus. Je vais quand même être généreux, allez. Je vais le mettre en magnifique. Ensuite, Montpellier. Montpellier, ils ont souvent les mêmes couleurs, les mêmes templates. Je sais pas si cette année, justement, ça va être différent, donc on va le voir. Avec celui-là, beaucoup de sponsors un peu différents comme ça, Swile, Faune, Montpellier sur l'épaule, Big M, ce col orange avec ce torse bien bleu, la couleur de Montpellier. Le col, on voit qu'il y a quand même une petite cassure dans ce col en V, comme une bande qui passe sous l'autre. J'avoue que je le trouve un peu bizarre. Honnêtement, il est vraiment pas fou, mais bon. C'est un maillot de Montpellier, c'est souvent les mêmes couleurs. Le Nike, justement, il a la forme du swoosh en bordure orange. Je trouve ça pas mal pour le coup. Le nouveau logo de Montpellier pour les 50 ans du club, honnêtement, ça fait quand même plaisir. Ça rajoute une petite touche. Je vais être généreux, je vais quand même le mettre en sapa, c'est quand même pas non plus la folie. L'extérieur de Montpellier, oh là 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 là. Ce casse-tête, franchement, il fait mal à la tête. Le logo Nike est pas mal pour le coup. Orange entouré de blanc. Mais le reste, les logos Montpellier, Big M, Faune, Swile, ça part dans tous les sens. Il y a des inscriptions sur tout le maillot. On voit évidemment soutien à Louis Nicolin, le gros hommage à toutes les personnes qui ont fait de Montpellier le club qu'on connaît pour les 50 ans. Mais le maillot est illisible. Les épaules sont juste blanches, honnêtement. C'est un maillot de district. Il est vraiment vraiment pas beau. Le seul point positif, c'est le logo de Montpellier revisité en orange et blanc. Honnêtement, ça passe bien. Mais ça passe bien en Ligue 2. Le maillot de Nantes. Alors Nantes, toujours les mêmes couleurs, jaune et vert, ça bouge pas. Le nouveau logo de Nantes, ça fait plusieurs années maintenant, on est habitué. Ce taf bien réalisé par Macron. Honnêtement, il fait kiffer. Ce sponsor Synergie, il rend vraiment pas bien en rouge. Mais bon, le maillot est pas mal. Il y a ces petits motifs un peu de carré, comme des diamants dans les diagonales vertes. Ça passe. Le col, pareil, la petite ouverture en V, ça va. Je dirais c'est un bon ça passe. Les couleurs sont pas mal. Par contre, l'extérieur de Nantes, ah là là, il est vraiment très très beau.
le col, les sponsors, le blason, le logo, tout est or avec le maillot noir et tous ces monuments de la ville. Franchement, ça fait vraiment le taf et honnêtement, ça part direct en magnifique. J'ai très hâte de le voir porter en match. On part avec, oh là là, un des plus beaux kits de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Nice, l'OGC Nice qui nous fait plaisir pour l'anniversaire du club. Ce maillot de Nice justement pour les 120 ans du club qui a vraiment mis en doré le coq sportif, le blason du club et le big logo Ineos, propriétaire du gym. Mais franchement, le tout passe bien. Le motif, le template, très emblématique justement de l'OGC Nice avec le JD Sport sur le côté en blanc et noir qui passe pas mal. Franchement, le maillot est très beau. Les rayures, je les aime bien parce qu'elles sont pas trop larges ni trop fines. Donc franchement, le maillot, le maillot très très beau. Ça va dans magnifique. Le maillot extérieur du gym également blanc et doré encore une fois. Franchement, très beau. Le petit bémol, c'est quand même le logo JD Sport en noir et blanc qui là pour le coup, comme c'est tout blanc et doré, qui dénote un peu. Mais honnêtement, le maillot est très 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 beau. Il est vraiment léger, c'est une petite pépite. Et le col avec cette bande justement dorée qui passe devant cette bande blanche sur ce col un peu en V. Le blason de Nice en blanc également, blanc et doré, franchement très beau. Ce double kit de Nice qui part en magnifique, franchement je l'avais pas vu venir. Paris, le PSG. Alors là, justement, il y en a des choses à dire, des fois beaucoup aimé, des fois moins. Comme ils profitent de la médiatisation énorme du club, justement, c'est souvent dur de bien les juger. Thibaut, est-ce que tu veux revenir avec moi pour parler de ces kits du PSG? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'arrive de suite. Alors, ces doubles maillots, justement, déjà le domicile. Alors, cette bande centrale sertie de blanc avec cet effet un peu peinture, dessin. Qu'est-ce que t'en dis? Déjà, moi, la gamme pro de Nike, c'est sûr qu'elle est très très belle. Comme on l'a vu cet été avec l'équipe de France, tu vois, ces petits motifs que t'as sur le maillot, mais uniquement en gamme pro. J'avoue que souvent en gamme supporter, ça rend quand même moins bien. Mais là, le maillot, franchement, il est vraiment très très beau. C'est vrai que ça reprend un peu le classique avec cette bande rouge, le bleu vers l'extérieur. Ça reprend un peu les mêmes templates que des dernières années, mais finalement, ça fait le taf, je trouve. C'est joli. Après, il y a ces petits ajouts justement de dessin, de griffonnage un peu sur le rouge, qui rend plutôt la chose un peu plus intéressante aussi. C'est sympa. Je trouve ça fait honnêtement, je trouve ça fait un peu cheap le côté justement peinture comme ça. Je vois l'effet, mais j'ai un peu plus du mal, surtout que ils sont restés sobres parce que sur le col, il y a pas de blanc, il y a pas de rouge, sur les manches non plus. Donc j'avoue que le maillot, le bleu comme ça est très très beau, mais du coup la seule touche un peu de folie, c'est ce rouge et ce blanc un peu dessiné. Et je trouve que en tout cas chez moi ça fonctionne pas. Je le mettrais quand même en beau où ça passe. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Moi, je le mettrais en beau. Okay. Alors, c'est vrai que je reprends un peu ton avis il manque peut-être quelque chose sur les épaules, les manches, un peu de couleur rouge ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça garde un peu ce côté sobre qu'on aime bien du PSG. Donc, moi, je le laisserai en beau quand même. Ok, parfait. Heureusement, tous les Parisiens, vous pouvez remercier Thibaut. J'aurais sûrement mis en ça passe. Sinon, mais non, en vrai, il est quand même beau. Faut pas se mentir. Le maillot extérieur. Alors là, pour le coup, pareil, on retrouve également le motif de la gamme pro de Nike qui, elle est également agréable. On parlait des motifs justement sur les manches, sur le maillot domicile qui était un peu justement basique, juste en bleu marine. Là, t'as la manche gauche en bleu marine, juste le bout. Et la manche droite en rouge, sinon il est quand même blanc. Donc et surtout la différence c'est qu'au milieu il a cette big tour Eiffel en rouge et blanc pour garder les couleurs du club. Est-ce que tu l'aimes bien? J'aime beaucoup, ça change beaucoup, c'est sûr des dernières fois. Et puis à ce que j'ai lu quelque part, c'est que ça a repris, c'est un hommage en fait des années 90 aussi, okay. Où il y avait cette tour Eiffel aussi comme ça sur le maillot. Donc moi j'apprécie, moi je pourrais le porter donc. J'aime beaucoup ce côté, c'est aussi très sobre. Je trouve ça très artistique aussi, le côté de Tour Eiffel. Voilà, ça reprend les symboles de PSG. Donc j'aime bien.
Pour moi, ça va en Ligue 2. Honnêtement, honnêtement, j'aime pas du tout. Le maillot est très beau, mais la Tour Eiffel, encore une fois, je l'ai pas précisé, mais avec cet effet un peu dessiné, honnêtement, j'aime pas. Et surtout, le truc que je trouve le mal fait dans ce maillot, c'est le Qatar Airways qui est intégré sur la Tour Eiffel, ce qui fait que ça coupe justement le dessin de la Tour Eiffel en bas et en haut avec le côté blanc comme ça. Donc honnêtement, j'aime pas le logo du PSG sur la partie haute de la Tour Eiffel dessinée, ça c'est très beau. Mais le Qatar Airways qui coupe la Tour Eiffel en deux, pour moi c'est pas possible. Direction la Ligue 2 alors. Hein. Désolé, les Parisiens. Bah merci Thibaut pour ce combo sur le PSG. Pas de problème, ça m'a fait plaisir. Alors, après avoir fait le club de la capitale, on descend un peu avec la capitale du Champagne. Reims. Alors, Reims, toujours sous Puma. Honnêtement, le col en V comme ça, blanc après rouge, je suis vraiment pas fan. Ce maillot avec des bandes assez fines, mais quand même assez nombreuses. J'en vois quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près, qui sont comme ça, 6. Ça fait pas très plaisir pour les yeux. Le blason justement du Stade de Reims en blanc est également de la même couleur et de la même taille que les autres sponsors, donc je trouve qu'il se démarque pas plus que ça. Le maillot Puma qui est bloqué entre le sponsor du haut et le sponsor du bas, et le Puma il respire pas là. Donc franchement non, honnêtement il est pas fou. Je le mets quand même dans direction de la Ligue 2 là. Là ça va pas. Par contre, celui-là, l'extérieur de Reims, il ressemble beaucoup au maillot de Marseille d'ailleurs. Il ressemble beaucoup au maillot de Marseille justement, l'extérieur de Reims. Le même équipementier, Puma, avec cette couleur bleue un peu diffuse, fait un peu nightclub je trouve. C'est ce motif des triangles qui rend très très bien. Et tous les sponsors, le blason, l'équipementier en doré. Pas doré comme l'OGC Nice, plus doré jaune, qui je trouve franchement un gros taf derrière. Le col pour le coup est bien mieux travaillé. Donc là ça part quand même vraiment en magnifique. Honnêtement je le trouve vraiment très très beau. Le doré qui fait toujours son effet sur les maillots à chaque fois. Le maillot du Stade Rennais, encore une fois on reste sur du Puma. Toujours le Big Samsic, mais bon, on est quand même habitué avec Rennes, même si franchement là... je pense qu'il pouvait pas le faire plus grand, honnêtement. Donc le maillot qui reprend quand même la carte de la ville. Le col, franchement j'aime bien. Pas trop de prise de risque, même s'il y a quand même le col et le fond du maillot qui sont quand même un peu différents de ceux qui font d'habitude. Honnêtement, pour moi ça passe en beau, c'est ça. Pas incroyable, mais ça fait le job pour elle. Le maillot extérieur, par contre, il est horrible. J'aime bien le fait qu'ils aient revisité le blason du club en noir et blanc, mais sinon, il n'y a rien qui va. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ces motifs blanc-gris qui mettent sur le fond ce col en V noir hyper plongeant. Il est pas horrible, mais honnêtement là comme ça je suis pas fan, couplé avec le reste. Franchement ça part vraiment Ligue 2. Je sais pas quel est le délire derrière. Ça me fait penser un peu à celui de Paris avec ce côté un peu dessiné. Franchement ces formes justement rappelant un peu le drapeau de la Bretagne. Non, il y a un petit délire. Le col justement en mode polo, honnêtement il est pas mal. J'aime bien le blason. Honnêtement, je le mets en ça passe. Non, très 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 bon. Pas beau non plus, mais pas franchement loin d'être moche. Qu'un bon maillot Ferd pour le Stade Rennais. Et là, on arrive à la crapule stéphanoise. Aïe 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 aïe. Alors là, le maillot, déjà je suis pas grand fan de maillot vert, et celui-là fait par Hummel, honnêtement il est quand même pas mal. J'aime bien les bandes verticales, assez sobre quand même, les épaules, les manches, franchement c'est bien travaillé. Le col on dirait qu'il a quand même un bon carré, j'ai du mal à voir quand même, à voir peut-être porté, s'il est si proéminent que ça. Mais les sponsors pas trop mis en avant non plus, je trouve que ça va, pas aussi gros que le Samsic du Stade Rennais. Honnêtement, je le mets quand même dans sa passe. Ouais, un bon maillot des Verts, sans prise de risque, encore une fois. Là, pour le coup, c'est très très simple. Mais ça passe. Et le maillot extérieur, pareil, se colle avec des formes géométriques assez bien accentuées, justement. Des bonnes lignes, tac, tac, bien carrées. Le petit vert qui est écrit justement dans le col au niveau de l'étiquette, franchement, il est une petite touche sympa, le petit drapeau français sur l'épaule droite. Franchement, ça fait son effet, maillot blanc avec les sponsors et le col vert. Je le mets plutôt dans beau, très sobre justement, zéro prise de risque,
zéro design et fond sur le maillot. Mais bon, honnêtement, ça fait le job. Ensuite, le maillot extérieur de Saint-Étienne, justement, noir, doré. Là, aucune touche de blanc, aucune touche de vert. Donc, Hummel a mis dehors les couleurs principales du club. Et honnêtement, je trouve que ça fonctionne pas mal. Et j'ai hâte de voir en match, justement, la texture de ce maillot. S'il y a des petits motifs sur ce doré au centre. Ou alors si c'est juste basique, sans texture. Là, j'avoue que ça descend un peu. Mais là, comme ça, je le mettrais quand même dans le beau. Honnêtement, ouais. J'ai un peu de mal avec les designs sur les épaules qui rappellent justement l'architecture de Saint-Étienne. C'est quand même un beau maillot. Et plus que 2 avant la fin et de décider notre top 5 des maillots de Ligue 1 saison 2024-2025. On finit avec l'avant-dernier, le Racing Club de Strasbourg. Alors le maillot domicile, toujours avec ce sponsor S qui est quand même très grand. Honnêtement, il est quand même pas mal ce maillot. C'est ça, maillot basique de Strasbourg, le big logo Adidas, encore une fois le nouveau. C'est ça, le template Adidas, mais ils ont pas mis de couleurs différentes pour les bandes au niveau des hanches. Il est quand même bien ce maillot de Strasbourg, franchement, ça reste dans ce qu'ils savent faire de mieux. Donc on va quand même le mettre dans le beau. Ouais, j'aime beaucoup. Le maillot extérieur de Strasbourg avec ce logo rouge pour justement rebondir sur le Winamax. Et oui, le sponsor principal du maillot extérieur de Strasbourg n'est pas le même que le maillot domicile, mais franchement, il rend quand même bien le maillot, même si je suis vraiment pas fan des maillots avec des bandes horizontales. Donc le col, je suis pas très fan. Les couleurs, j'aime bien bleu, blanc, le rouge aussi, qui rappelle évidemment les couleurs du club. Mais j'hésite entre le Sapas et le direction la Ligue 2. Je mets quand même direction la Ligue 2, je suis vraiment pas fan. Je trouve le maillot, il y a quand même un truc, mais quand même un peu simple. Ferd de Strasbourg, justement, ils ont tenté quelque chose avec ces petits zigzags. J'aime beaucoup la couleur du Winamax. Enfin, ils ont accepté de s'adapter au club en arborant cette couleur bleu ciel et également sur le logo Adidas. Le blason de Strasbourg qui s'adapte également. Franchement, il est vraiment très beau. Donc je le mets en beau. À voir quand même sur la durée si ce maillot va pas un peu trop vieillir. Mais là, comme ça, je mets quand même un très beau maillot pour Strasbourg. Et on finit avec Toulouse. Alors, pour nos Toulousains, justement, le maillot domicile de Nike avec cette gamme pro qui a l'air encore assez délicate, bien soyeuse. Le LP Promotion, malheureusement, je trouve qu'il casse un peu tout. Mais ça va, c'est pas pire non plus, cette bande rose avec ce fond violet, évidemment, des couleurs. Honnêtement, je le mets quand même en beau. Honnêtement, ouais, il fait quand même bien l'affaire. Le dernier maillot de Toulouse, ce maillot jaune. Là, déjà que j'ai pas mangé ce midi, mais alors là, ce maillot, honnêtement, je vais faire un malaise. Il est catastrophique. Ce jaune me fait mal à la tête. Le gros point positif, je trouve, c'est quand même le logo de Toulouse comme ça, avec ce violet uni. Je trouve vraiment très très beau. Le Nike également, le LP Promotion. Je trouve vraiment très très beau. Ce jaune avec ce mélange de formes différentes. Honnêtement, j'arrive pas. Je trouve vraiment très très moche. Donc je le mets en sa part en Ligue 2. Malheureusement, c'est dommage que Nike ait gâché ce maillot parce que justement, le logo de Toulouse, Nike et le sponsor étaient vraiment bien faits. Même le col, il y avait un petit délire avec ce violet, mais le jaune casse tout. Donc on va finir justement ce top avec le top 5. Donc vous avez vu, il est quand même assez équilibré quand même ce top. Il y a quand même beaucoup de maillots magnifiques. J'ai pas trop été un client difficile. Beaucoup de beaux maillots quand même cette année, même s'il y a beaucoup quand même de maillots, beaucoup de purges, de maillots dont on aurait pu s'abstenir. Donc là on va réaliser notre top 5. Alors je vais évidemment prendre les maillots que j'ai mis en magnifique. On rappelle le domicile du Havre, l'extérieur de Lens, l'extérieur de Lyon, le Ferd de Lyon, l'extérieur de Marseille, le Ferd de Monaco, l'extérieur de Nantes, le domicile et extérieur de Nice et le maillot extérieur de Reims. Pour moi, je commence celui de Marseille, vraiment très très beau, l'extérieur de Marseille, je vais pas réitérer mais je le kiffe. Celui de Lens également, j'aime vraiment beaucoup, avec ce vert. Après, il m'en reste 3, lesquels je mets. Celui de Nantes, je pourrais peut-être le mettre en top 5, mais j'attends de voir porter avant de justement le valider. Celui de Reims, pour moi, il manque un petite chose. Celui de Nice, par contre, est vraiment très beau, le blanc et or. Je préfère quand même un peu plus que le maillot domicile. Lyon, je pense que je préfère le maillot extérieur de Lyon que le maillot Ferd. Pour respecter la logique, je vais pas mettre le maillot Ferd de Lyon également, comme ça met un 5e club différent sur le podium élargi, on va dire. Il nous reste donc Nice, j'ai dit pas sur le top 5, Reims non plus, Nantes non plus, Monaco non, je pense qu'il manque une petite arme en plus.
J'ai quand même envie de dire le maillot du Havre. Ouais, franchement, il fait plaisir le maillot du Havre pour compléter ce top 5, c'est ça. Il n'y a pas d'ordre établi, même si je pourrais en donner un. Je mettrais quand même le maillot de Nice en premier, le maillot de Lyon en deuxième, et puis après, ouais, Marseille, Lens, Le Havre. Un beau top 5, donc c'est ça. Dis-moi quel est ton top 3 ou top 5 de ces maillots. Je t'ai donné le mien, je me suis livré. Abonne-toi à Avis de Personne pour ne surtout pas louper un épisode en activant la cloche et en t'abonnant sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Deezer et Apple Podcast. Et dis-moi quel est ton maillot préféré de cette saison 2024-2025 en Ligue 1. Je t'ai donné les miens, donne-moi les tiens. Et sans parler de supporterisme, juste donne-moi ceux que tu trouves vraiment le plus beau. Alors on est parti pour la tier list des ultis de chaque agent dans Valorant. On va commencer tout de suite. Donc là, par rapport aux autres sujets, c'est sous format Coupe du Monde, justement. Donc c'est une tier list, mais je ne peux pas les classer directement, c'est sous un ordre aléatoire. On commence directement avec Arbor et ses geysers d'Illusia, et Sage et sa résurrection. Arbor, son ulti est quand même assez efficace. Il est quand même pas mal pour faire reculer les ennemis. Tu peux pas vraiment le contrer. Tu peux pas le louper non plus. Mais il est d'une moins grande utilité pour l'équipe que justement l'ulti de Sage, qui est donc la résurrection, qui est vraiment d'une grande aide à ton équipe lorsque tu l'utilises dans ta game. C'est quand même possible de foirer son ulti de Sage. Si quelqu'un a notamment récupéré l'arme du coéquipier réanimé, si le coéquipier réanimé est mort proche d'une zone où il y a des ennemis juste à côté. Donc c'est surtout ce genre de choses, ou même des fois si juste la personne, le coéquipier n'était pas prêt, et bon, ça c'est un peu de sa faute. Donc c'est ça, il y a quand même une petite chance d'échec, mais on va aller avec celui-là. L'ulti de Omen contre l'ulti de Phoenix. Là, je sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a pas photo. C'est évident que l'ulti de Phoenix est un meilleur ulti que celui d'Omen. Déjà, tout simplement, parce que l'ulti de Phoenix n'a besoin que de 5 points. Donc, il peut vraiment être utilisé beaucoup de fois durant une partie, permet de prendre de l'info, d'avoir tout simplement une deuxième vie, etc., de tuer des ennemis. Donc, franchement, ouais, quand même vraiment bien utile. Celui d'Omen, c'est vrai qu'il est nice, parce qu'il peut te servir à perdre un peu l'ennemi, tu peux feinter, tu peux aller chercher le spike, tu peux le planter, tu peux faire genre, tu peux aller derrière les ennemis, tu peux leurre. Donc c'est ça, justement, il y a quand même différentes utilités à celui d'Omen, mais honnêtement, c'est quand même pas non plus au niveau de celui de Phoenix. Ensuite, l'ulti de Raze contre l'ulti de Fade. Alors c'est vrai que l'ulti de Raze c'est un bon ulti pour notamment quand tu entres sur un site, pour justement mettre la pression aux ennemis, les faire reculer, puis du coup accessoirement gratter quand même quelques kills, du moins au moins un. Mais c'est vrai que l'ulti de Fade qui fait tomber les PV des ennemis très très bas, qui donne de l'info, qui te permet de rentrer sur un site et en plus de tuer justement les ennemis très très rapidement et de leur mettre la pression parce que tu n'entends plus rien justement, tu n'as plus de son. J'avoue que les deux dans leur style sont un peu équivalents, mais je pense quand même que l'ulti de Fade, il y a moins de chances de le louper et il demande moins de skill que celui de Raze qui justement, si tu tires à côté, tant pis, too bad. Celui de Fade, tu le lances, puis c'est tout. Donc faut juste bien le lancer. Mais j'irais plus quand même pour celui de Fade. Alors, les trackers de Sky ou Mordicus de Gecko. J'irais quand même plus sur Mordicus de Gecko. Sur les trackers de Sky, c'est quand même cool. Avantage, tu les vois quand même sur la map. Donc, tu peux justement les suivre, voir où sont les ennemis s'ils n'ont pas encore été touchés par ceux-ci. Mais c'est quand même très facile à détruire. Et en soi, en tant que Sky, tu gagnes pas grand chose. Si juste les ennemis les détruisent en mode, bon, je les ai lancés, je sais à peu près où ils sont. Mais c'est tout. Ça t'aide pas plus que ça non plus à les tuer. Mais je trouve que ça t'apporte pas un avantage si considérable que ça. Contrairement justement à l'ulti de Gecko qui, oui, est similaire au loup de Sky, mais tu peux le ramasser quand même et l'utiliser plusieurs fois dans la partie. Justement, quand il frappe les ennemis, contrairement à l'ulti de Sky, ça leur coupe pas juste leur sens. Ça les paralyse. Ce qui fait que tu peux arriver, puis la classique, tu vas vers l'ennemi, tu lui mets un coup de couteau comme tout le monde fait. Justement avec l'ulti de Gecko, même si tu n'arrives pas à toucher un ennemi, tu peux quand même l'utiliser pour justement prendre de l'info. Donc j'irais quand même plus sur celui de Gecko. On a un duel de tueurs, justement, Chamber versus Sova, la fureur du chasseur contre le tour de force. Je suis pas un grand joueur de Chamber, mais je pense quand même qu'il peut avoir son utilité, notamment parce que c'est quasiment l'équivalent quand même d'un opérateur qui est même plus rapide
à viser, ça te permet d'économiser son prix, ça tue quand même très rapidement, ça peut être vraiment clutch. Le défaut, je dirais, c'est que c'est quand même très dépendant du skill de Chamber, même si tout le monde ne joue pas de Chamber. Il y a quand même besoin d'avoir un peu de skill pour bien le manier, contrairement à la fleur du chasseur de Sova qui est quand même relativement simple à faire et qui est facilement combinable avec les autres spells de Sova pour avoir une meilleure rentabilité de cet ulti. Donc j'avoue que j'irais quand même plus sur celui de Sova, mais c'est vrai que celui de Chamber, honnêtement, si tu sais bien le manier, c'est hyper fort et c'est très létal. Donc c'est quand même assez serré, ça se vaut, mais je pense quand même que ouais, je préfère celui de Sova. Alors, on a Astra Division Cosmique contre le transfert dimensionnel de Yoru. Alors pour moi, il n'y a pas de débat. Mais, une personne qui maîtrise très bien, Astra c'est un perso assez difficile quand même à utiliser, c'est pas tout le monde qui l'utilise non plus d'ailleurs. Je pense que si tu maîtrises très bien Astra, bah c'est sûr que son ulti va vraiment être utile, va vraiment être bien utilisé et va permettre à l'équipe d'avancer et d'avoir un vrai avantage sur les ennemis puisque tu leur coupes le son, la visibilité, etc. Là où justement, l'ulti de Yoru, même si t'as pas un niveau incroyable, franchement, c'est l'un des meilleurs ultis pour moi parce que ça te permet de prendre de l'info, ça te permet de prendre le spike, d'aller à l'autre bout de la carte, de prendre des armes, d'embêter les ennemis avec les spells de Yoru, de téléporter, de faire genre tu te téléportes. Donc c'est quand même très fort. Même si c'est vrai que les ennemis savent où t'es, comme ils ont un petit halo bleu autour de leur écran quand t'es juste à côté. Mais honnêtement, l'ulti d'Astra, je le trouve incroyable, mais son taux de réussite est quand même très faible, car faut déjà être un très bon joueur d'Astra, bien le placer avec ta team, qui soit bien coordonnée pour maximiser son utilité. Donc, il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en compte, là où l'ulti de Yoru est plus facilement applicable. Breach, onde sismique, ou alors l'ulti de Vise, la nouvelle agente qui est sortie justement il y a très peu, qui s'appelle donc Jardin d'acier, qui permet de neutraliser l'arme principale des ennemis pendant un certain temps. Je trouve le nouvel ulti de Vise justement assez utile, assez intéressant, même si Valorant c'est quand même un jeu où les armes secondaires sont quand même assez fortes si tu les maîtrises. Que ce soit le classique avec son clic droit, le ghost, le shérif. Donc c'est sûr que c'est quand même un gros avantage pour ton équipe, notamment quand tu rentres sur un site ou quand tu veux le défendre. Mais c'est pas aussi important, je trouve, et clutch que l'onde sismique de Breach qui permet vraiment de faire reculer les ennemis, de les stun. Je trouve que c'est un des ultis les plus importants, vraiment quand même sous-coté. Même s'il est quand même assez long à obtenir, ça te permet vraiment d'avancer sur la carte en ayant un avantage. Là où je trouve que l'autre, quand ton arme principale va être enrayée, tu vas plus avoir tendance à jouer les petits espaces, à te rapprocher de ta cible, à l'arme secondaire et profiter un peu de la naïveté de ton ennemi en disant « Oh, il pense savoir que j'ai plus d'arme principale, mais en fait, je vais le goumer avec ma secondaire. » Donc c'est pour ça que ça peut peut-être se retourner contre toi, que j'irai quand même plus avec celui de Breach. Alors le vol neural de Cypher ou alors l'impératrice de Reyna. Je dirais quand même, à vous de deviner par rapport à mes réponses précédentes, mais c'est vrai que Reyna, comme un peu celui de Chamber, il est quand même très fort, mais ça dépend aussi de ton skill, de ta capacité à maîtriser le personnage, mais en soi, je trouve que il y a plus de chances de le louper que celui de Cypher, tu l'utilises, puis c'est bon, t'as déjà réussi ton ulti. Donc c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est quand même assez intéressant, justement, d'avoir un ulti comme celui de Cypher, où tu sais que quoi qu'il se passe, il est réussi et tes coéquipiers vont avoir l'info, même si c'est pas le meilleur non plus. Alors que celui de Reyna, c'est vrai que si tu te fais tuer, bah c'est plus compliqué également, mais ça peut quand même vraiment mettre la pression aux adversaires. Alors, l'annihilation de Deadlock ou l'ultra vitesse de Néon. Je suis pas un grand joueur de Deadlock ni de Néon, mais c'est vrai que le plus grand défaut de l'ulti de Deadlock, c'est quand même qu'il va quand même en ligne droite, ce qui fait que c'est quand même assez esquivable, et même si c'est très utile dans des 1v1 ou dans des petits espaces, honnêtement, le temps qu'elle sorte son bras, qu'elle envoie le rayon, que tu tires, tu peux quand même te faire tuer si ton adversaire a un meilleur timing que toi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Là où celui de Néon te permet de profiter d'une écho justement en n'achetant pas et en te basant sur cet ulti. Donc et c'est surtout celui de Néon, un ulti qui met la pression. Alors tu sais que quand elle arrive, tu vas galérer à la tuer, ça va faire des slides, etc. Donc c'est sûr que celui de Néon, je trouve, a quand même une plus grande importance. On rentre dans les 16e. Alors, le transfert dimensionnel de Yoru contre celui de Kaio. Ouh là 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 là.
Alors c'est sûr que pour moi c'est deux des tout meilleurs ultis. Honnêtement, celui de Kaio, je trouve incroyable. Il te permet vraiment de rentrer sur un site, d'annihiler les pouvoirs des ennemis, de leur mettre la pression justement, même s'il y a un petit bémol parce qu'ils savent quand même dans quelle zone où t'es, c'est pas toute la map que tu mobilises non plus. Ça te permet aussi d'être réanimé par tes coéquipiers si tu es décédé. Donc ça, c'est toujours un petit plus également. Entre les deux, j'avoue que j'hésite beaucoup. Celui de Yoru, j'en ai bien parlé. Je dirais quand même celui de Yoru, puisque je trouve que c'est un des gros avantages du personnage. Là où Kaio, justement, a quand même aussi des bonnes capacités. Je trouve que Yoru, ses capacités sont bien, mais le rend plus difficile à utiliser qu'un Kaio, par exemple. C'est ça, je dirais quand même, l'ulti de Yoru, je trouve que c'est vraiment plus important pour son personnage que ce que l'ulti de Kaio est important à son personnage. L'ulti de Kaio est très très haut pour moi aussi. Ah, l'ulti de Néon, donc contre l'ulti de Viper. Je dirais quand même l'ulti de Viper, parce que je trouve que c'est l'un des tout meilleurs ultis. Vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Ça te permet de prendre possession d'un CT énorme, ou alors justement d'un couloir, d'une zone de rush, de vraiment plusieurs lieux, ce qui fait que tu peux vraiment diriger les ennemis à ta façon, que ce soit autant en début de round ou en fin de round. Donc je trouve l'ulti de Viper plus intéressant, surtout le fait qu'en plus les ennemis tu peux les voir en rouge, tu peux leur mettre une balle et tu les tues, tu peux en sortir, tu peux re-rentrer, surtout combiné avec tes pouvoirs, notamment la mollo de Viper, honnêtement c'est vraiment très très fort. Alors le confinement de Killjoy contre le duel à huis clos de Aiso. Aiso et son ulti, je les trouve quand même très intéressants, notamment quand tu rentres sur un site, tu enlèves un défenseur du site, ce qui fait que c'est plus facile pour tes coéquipiers pour avancer, mais ça reste un 1v1, et c'est quand même long à avoir comme ulti, juste pour un 1v1 contre un ennemi, même si t'as plus de chances de le tuer si tu mets ton bouclier. Je trouve ça un peu compliqué quand même de payer pour un goulag, honnêtement. Là où justement, l'ulti de Killjoy est honnêtement vraiment phénoménal, ça te permet de bloquer tout le monde dans une zone, de les faire reculer, s'ils restent dedans, de les bloquer. Donc là-dessus, c'est vraiment incroyable, même si c'est sûr que quand tu regardes sur la carte, tu vois le centre, tu devines à peu près où est le noyau du confinement. Pourquoi voter autre chose que Killjoy? Alors, Fade contre Phoenix. Alors, honnêtement, là, c'est quand même un débat très équilibré, je trouve. Fade dans le sens prise d'information, faire reculer les ennemis et les mettre low HP, leur enlever tout leur sens. Je trouve ça vraiment très très fort. Phoenix également, avancer, leur mettre la pression. Mais c'est vrai que tu sais également que le Phoenix, il est pas très loin non plus. Tu l'entends également avec sa voice line. Donc honnêtement, j'avoue, je préférais quand même celui de Fade. Mais c'est vrai que celui de Phoenix, honnêtement, il est à ça. C'est un peu injuste de le voir partir tout de suite, mais c'est le jeu malheureusement. Gecko contre Sage. Alors même si j'aime beaucoup l'ulti de Gecko, vraiment, l'ulti de Sage peut être vraiment clutch, notamment si t'as un coéquipier qui peut être réanimé pas très loin. C'est vrai que tu peux tout de suite prendre l'ascendance, t'es à 1 contre 1. Là où l'ulti de Gecko est utile, mais c'est vrai que ton personnage est quand même statique. Donc si tu n'avais pas eu l'info, tu le balances pour avoir l'info, mais en fait l'ennemi arrive proche de toi et toi tu es dans la vision de ton Mordicus, c'est sûr que ça peut un peu se retourner contre toi. C'est vrai que celui de Gecko est quand même très intéressant, mais je mettrais quand même celui de Sage en avant. Sova contre Breach. Alors là, duel pareil, duel assez serré. Je mettrais quand même celui de Breach un peu plus en avant, notamment parce que celui de Sova, sans revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand tu l'utilises, t'es quand même comme Gecko, tu es quand même statique. Les gens savent où tu es quand tu l'utilises. Donc si tu n'as pas beaucoup de coéquipiers à côté de toi, tu peux avoir un petit ennemi qui lurk comme ça et qui te tue alors que tu es en train d'utiliser ton ulti. Il est quand même assez lent à sortir, assez lent à utiliser. Là aussi les deux Breach, même si oui, il y a un petit cooldown quand tu l'utilises, quand tu utilises tes bras métalliques, je trouve ça quand même beaucoup plus dur de louper l'ulti de Breach que l'ulti de Sova. Avec celui de Breach, même si tu le loupes parce que c'est pas le bon timing, le bon endroit, où il n'y a pas d'ennemis, ça met quand même la pression. Celui de Sova, tu perds du temps, t'es ralenti, et puis s'il n'y a pas d'ennemis, tu n'auras pas forcément de kill non plus. Même si ça peut quand même t'aider à les rediriger sur un endroit plus qu'un autre, notamment sur des maps comme Ascent, avec des couloirs, ou avec le site du Spike. Donc j'irai quand même plus sur celui de Breach. Clove toujours debout ou Cypher vulnérable. Clove toujours debout, je le trouve très intéressant. Mais c'est vrai que le gros défaut, c'est que tu as un cooldown qui est très rapide pour revivre et donc te remettre en action pour aller tuer les ennemis. Ce qui fait que la plupart du temps,
si l'ennemi est proche de toi, il peut juste te courir après et te tuer. Ce qui fait que souvent tu es mort dans la zone au combat, donc à moins d'être mort à longue distance ou moyenne, un peu caché par certains obstacles, mais sinon, ça peut être vraiment plus compliqué de le rentabiliser. Ils savent que justement tu dois push, ce qui fait que ils peuvent t'attendre, toi tu vas vouloir prendre des risques, donc ça peut être plus compliqué pour toi également, parce que c'est toi qui as la pression. Et comme je le disais tout à l'heure, même si je trouve que c'est quand même un facteur important, il y a quand même beaucoup plus de chances de louper l'ulti de Clove que celui de Cypher, qui quand même, l'ulti de Clove est quand même assez long à obtenir, juste pour ce que c'est, je trouve, c'est quand même pas si intéressant que ça par rapport à celui de Cypher. Alors, l'ulti de Jett contre l'ulti de Brimstone. C'est vrai que l'ulti de Jett, comme celui de Chamber, celui de Néon, tu peux quand même l'utiliser pour Echo. Ça te permet de mettre la pression aux ennemis, puis quand t'en tues un, tu as de nouveau tes couteaux. C'est vrai que c'est quand même très très utile couplé à ses pouvoirs. Mais c'est vrai que l'ulti de Brimstone est aussi très fort pour mettre la pression, notamment évacuer le spike, pour faire de la place par rapport au spike, etc. Donc c'est vrai que les deux sont quand même très intéressants, mais dans un style différent pour le coup. Je dirais quand même, là je me tape, c'est de Brimstone. Tu peux quand même l'utiliser dans beaucoup de situations, avec quand même moins de chances de le louper. Là où celui de Jett, c'est très dépendant du skill. Donc même s'il est très fort, il peut aussi être très mauvais selon ta capacité à l'utiliser. Notamment dans des moments, si tes teammates ils aident aussi à avancer justement pour mettre la pression aux ennemis. L'ulti de Brimstone justement c'est quand même un des gros atouts de pourquoi tu vas choisir Brimstone. Parce que oui, il a sa mollo, il a son boost et puis il a ses smokes, mais en soi les smokes, même si elles durent longtemps, il y a peut-être d'autres agents qui peuvent en avoir des plus intéressantes. Sa mollo et son ulti sont les choses qui feraient plus pencher la balance pour moi de choisir Brim plutôt qu'un autre smoker. Donc c'est pour ça que je trouve que s'il enlève son ulti, il lui reste quand même pas tant que ça, donc je trouve que c'est quand même très important pour lui, donc c'est pour ça que je vais choisir son ulti. Alors on rentre dans les quarts. Oh là là là. Pour moi, ça c'est une finale. Viper contre Yoru. C'est très 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 serré. Ça me ferait chier quand même que Yoru perde maintenant et a été mis donc à la 4e place sur 25 avec tous les agents qu'il y a. Ça m'embêterait quand même beaucoup, mais j'aime quand même énormément celui de Viper. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que je trouve que celui de Viper, il a quand même cette capacité à bloquer les ennemis, puis les ennemis, tu leur fais croire que oui, ils peuvent rentrer dans ton ulti pour désamorcer le spike, pour essayer de passer dans ce couloir au mid, mais toi tu es là, tu les attends en sortie d'ulti ou alors juste à l'intérieur. C'est ça, mais c'est vrai que celui d'Yoru, je trouve que le petit point que je retiendrai malheureusement, mais ça dépend quand même des niveaux auxquels tu joues, mais c'est vrai que si tes teammates te suivent pas, communiquent pas ou sont pas à un niveau incroyable, tu vas l'utiliser, tu vas prendre l'info, tu vas avancer, tu vas tuer des ennemis, peut-être à certains moments en te mettant derrière eux, mais derrière ça suit pas. Donc avec quand même une possibilité de le louper. Là où celui de Viper, tu l'utilises, ça bloque les ennemis, quel que soit le niveau, quelle que soit l'avancée dans la partie, et c'est sûr que c'est en plus très létal si tu le coupes comme je disais tout à l'heure avec la mollo et que tu tires sur un ennemi. Là où là-dessus tes coéquipiers peuvent un peu rien faire parce que c'est toi qui dictes le sens de la partie. Pour moi les deux ultis se valent, mais je dirais peut-être plus celui de Viper justement pour ces raisons. L'ulti de Killjoy et celui de Cypher. Là pour moi c'est sans appel. Celui de Killjoy est quand même immédiatement plus important, notamment sa capacité à bloquer les ennemis, à les faire reculer et à les paralyser comme l'ulti de Gecko. Celui de Cypher est quand même très intéressant et rapide à obtenir, mais c'est vrai que il est quand même assez neutre, puis les ennemis peuvent bouger entre temps si le timing est pas parfait. Donc c'est ça, je dirais quand même celui de Killjoy. Brimstone contre Breach. Je vais pas épiloguer plus longtemps, mais pour moi c'est quand même Breach facilement, pour sa capacité justement à entrer sur un site, à push les ennemis, et même s'il est pas létal, il est quand même vraiment très fort, et je trouve que c'est un gros avantage quand tu l'utilises. Ça repousse les personnes quand elles désamorcent le spike, donc honnêtement je trouve vraiment quand même très très fort. Donc je vais choisir quand même celui de Breach. Alors pour ce dernier tour des 8e, qu'on a Fade contre Sage, ah là là, c'est quand même très serré. Honnêtement, celui de Fade, je le trouve quand même très sous-coté, mais j'ai quand même beaucoup celui de Sage. Tous les ultis sont quand même bons suivant certaines situations. Les 4 derniers seront équivalents. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Sage, c'est une sentinelle, tu pourras difficilement le comparer avec celui d'un dueliste, tu vois. Là-dessus, sur les derniers, là, il y en aura un qui popera à la fin, sera cool. L'ulti de Fade est quand même vraiment bien, honnêtement. Mais bon, vas-y, je vais quand même aller plat du pied sécurité, celui de Sage, honnêtement, c'est quand même un beau tapin.
le carré final. Celui de Sage ou celui de Viper. C'est vrai que celui de Sage, l'avantage, comme je disais, c'est qu'il y a 0% de chance de mal l'utiliser. Tout le monde peut bien l'utiliser. Il y a quand même des timings et il y a quand même quel teammate tu ranimes et à quel moment. Est-ce que c'est juste au début parce que t'es en 4v5 parce que ton pote s'est fait tuer dès le début par un long shot, ou alors est-ce que c'est à la fin, comme je disais tout à l'heure, quand t'es en 2v1 que toi t'es tout seul et que tu réanimes un pote pour t'aider, tu vois. C'est pas la même, puisque j'en ai vu beaucoup des ultis de Sage aussi qui sont utilisés, où la personne, elle revive, le temps qu'elle cherche sa vandale parce que quelqu'un lui a pris, hop, tac, tu te prends une tête, et la personne est par terre avant même d'avoir pu dégainer son couteau. Donc c'est sûr que là-dessus, voilà, est-ce que tu le comptes vraiment comme l'ulti ou ce que la personne en fait? Je sais pas. C'est vrai que moi j'aime beaucoup quand même celui de Viper. Il a pas un plancher trop bas, donc je pense que j'irai quand même sur celui de Viper, que je trouve un peu plus équilibré. Je trouve des fois celui de Sage, il a quand même quelques limites par rapport à qui tu réanimes, à quel moment, et ce que la personne en fait derrière, quoi. Alors, celui de Killjoy ou celui de Breach, aïe, malgré mon énorme appréciation pour celui de Breach, je peux pas voter autre chose là que celui de Killjoy. Il est quand même très fort, ça fait reculer les ennemis, mais il y a quand même de rares cas où les ennemis vont pouvoir aller le casser uniquement si Killjoy le met vraiment juste à côté d'eux et qu'ils vont vouloir rusher pour aller le casser. Mais si t'es à peu près bien organisé avec quelques teammates, honnêtement, l'ulti va quand même à son bout, puis bloque les ennemis coincés à l'intérieur, ou alors juste empêche les autres d'avancer entre temps. Honnêtement, ouais, j'irais quand même plus sur celui de Killjoy, mais ça me fait mal de voir celui de Breach partir. Alors, la grande finale, Viper ou Killjoy, je sais pas. Celui de Killjoy est un meilleur ulti. Il y a moins de chances de louper. Les gens qui utilisent Killjoy savent quand même où sont les bons endroits pour le poser. Il est quand même long, mais pas tant non plus. Ce qui fait que ça bloque quand même pas mal les personnes et toi te permettre de prendre vraiment tout l'espace. De poser le spike également. Là où celui de Viper, c'est vrai que il est vraiment très fort. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est quand même un peu un passif, dans le sens où c'est à toi de faire les kills également. Tu brouilles la vision des ennemis, toi tu les vois en rouge, tu leur baisses leur santé, c'est toi qui dois leur tirer dessus, c'est toi qui dois envoyer ta mollo, c'est toi qui peux envoyer ta fumigène pour leur bloquer l'espace. Donc en soi là-dessus, c'est quand même un peu plus dépendant justement du joueur que celui de Killjoy. Une fois que tu l'as posé, c'était pas trop mauvais. En vrai, ça se passe bien. Donc, je sais pas, si je vais plus avec le choix du cœur, ce serait plus Viper. Le choix de la raison, j'irais plus quand même celui de Killjoy. J'irais quand même plus avec celui de Viper. Parce qu'en tout cas, dans toutes les games que j'ai pu voir, quand il y a un ulti Viper, il fait quand même toujours mal. Que ce soit en retake, en défense de spike, pour prendre un site. Et en plus, il dure autant de temps que tu le souhaites. Là où justement, celui de Killjoy, il est très fort, mais c'est quand même un bon timing et avoir quand même des bons teammates là-dessus. Donc même si la différence est toute petite, pour moi, Viper, il est plus dans mon cœur. Sabine, merci. C'est Viper qui gagne, mais dans le top 6, ça se jouait vraiment à pas grand-chose. Donc je trouve vraiment son ulti le plus intéressant parmi tous les autres. Like la vidéo sur YouTube pour soutenir Avis de Personne. Et tu peux dès maintenant mettre 5 étoiles, 5 sur Spotify, Amazon Music, Deezer. Quel est ton top 3 ulti de Valo alors? Tu as vu le mien, même si c'était un peu biaisé par le côté Coupe du Monde. Mais dis-moi, toi, lesquels sont les plus importants pour toi? J'ai hâte d'entendre ça. Alors bienvenue dans cet épisode consacré à la discographie de SCH. Donc pour ça on va le faire autour d'une petite tier list. Je te montre ça tout de suite. Alors on a les catégories le seul et unique, évidemment le number one. Là-dessus je vais pas faire de concession. Tu vas savoir tout de suite quel est mon album préféré de SCH. Ensuite ceux que je trouve où il est vraiment très fort, incroyable. Ensuite la catégorie ça tabasse, incroyable, très bon. Et dommage, ça aurait pu être mieux sur des petites choses. Donc tu vois, on a alors 5 catégories pour les 8 albums de SCH. Je vais te laisser faire tes pronostics pour savoir lequel je mets en top 1. Tu as 7, Anarchy, Deo Favente, Julius, Rooftop, Julius 2, Autobahn et Julius Prequel, le dernier en date sorti cette année 2024. Donc on va pouvoir commencer, je vais faire dans l'ordre de sortie. Alors on commence avec A7. A7, que dire?
C'est vraiment un album de fou furieux entre la partie de Guilty, la partie de Core. Il avait tellement faim à cette époque. Franchement, même aujourd'hui, ça se réécoute très très bien. Il y a peut-être encore quelques petites prods qui font un peu mal vieilli. Je trouve que un peu plus dans la partie du côté de Core. La mixtape, je la trouve vraiment très bien faite. La cover, elle est légendaire sa mère. De toute façon, tout est légendaire sur ce projet. Donc c'est vraiment un projet de fou. De l'intro au milieu à l'outro, pour moi, il n'y a pas de skip. Mais c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre justement cette mode de gens qui disent « Ah, c'est no skip, etc. » C'est sûr que dans un album, comme dans un film, et encore plus là dans une mixtape, il y a des sons des fois qui sont un peu là, pas pour remplir, c'est pas ce que je veux dire, mais qui sont là pour diversifier et rendre plus de texture à l'œuvre. Si tu as que de la scène d'action, si tu as que des bangers, si tu as que des musiques douces, ça fonctionne pas. Faut un peu un petit mix des deux pour te garder en haleine, te donner ce que tu veux, le momentum, et après redescendre un peu, te le redonner. Enfin, pour jouer un peu avec toi, avec les émotions, c'est ça. Donc je trouve que c'est un album vraiment hyper marquant, notamment dans le rap français également. L'écriture est tellement léchée en plus. Là-dessus, LCH, il se lâche, il n'y a pas de concession. Je vais même pas te citer une phase tellement tout le monde les connaît. J'ai juste un petit bémol, mais c'est pas tant un défaut. C'est plus que Fusil, je trouve que c'est un peu un morceau que les gens ont tendance à un peu trop mettre en avant dans la carrière de SCH et surtout dans A7. Je reviens de loin est une bien meilleure outro que Fusil, malheureusement. Même s'il est très bien, déjà pour moi c'est pas la meilleure outro de SCH. J'ai du mal un peu sur certains aspects. Là où je trouve Je reviens de loin est vraiment plus profond. La prod est plus touchante. Elle correspond plus à ce que je me fais l'idée d'une outro. Toute la construction de la mixtape, ce côté très barbare, enivrant, on y va, finir avec Je reviens de loin, je trouve que c'est vraiment un revirement qui est pas anodin et qui justement permet de bien diversifier l'album et de le poser vraiment genre, il est là, tu vois. Fusil, j'adore, mais c'est vrai, je trouve que ça me fait un peu quelque chose de me dire, oh mince, tu finis pas sur Je reviens de loin. Sinon, l'album est incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent pas de manière. Honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment un bon son. C'est vrai que la prod peut avoir un peu vieilli par leur phase et les flows, ça rend quand même la chose assez captivante encore aujourd'hui en 2024. Et puis je parle même pas dans l'enchaînement de Jenny Chiro avec Gomorrah. Qu'est-ce que tu veux dire? Rêve de gosse aussi est tellement phénoménal, c'est trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais malgré ses innombrables qualités, A7 malheureusement n'est pas pour moi le meilleur projet de SCH. A7, ça tabasse. Le goût du chiffre, le goût de risque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour le gang, pour son respect. Anarchie. Anarchie. Alors Anarchie sorti en 2016, donc juste après A7, qui a été fait dans la foulée. Honnêtement, Anarchie, c'est un album que j'aime vraiment beaucoup. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance un peu à le sous-coter, à dire « Oh, SCH, c'est quand même A7, Julius. » Anarchie a quand même une grosse place dans sa discographie. La cover aussi. La cover. SCH, sous l'eau, torse nu, les cheveux. Oh là là. Franchement, elle est incroyable. Je trouve que c'est un album. Je sais pas, des fois, on en parle comme si c'était un mauvais album, mais l'album est quand même vraiment fou, mais quoi dire de plus? Honnêtement, Anarchie est vraiment très très bon. Je pourrais même presque dire que l'intro Anarchie est quand même dans une de mes favoris de SCH. On pourra faire une tier list un jour des meilleures intros de SCH, donc je vais pas la faire aujourd'hui, mais je pense qu'elle est vraiment très très haute dans mon classement des intros de SCH. Il y a des morceaux comme Trop énorme, Le Doc, Quand on était môme ou Essuie tes larmes que, même si j'adore SCH, je trouve un peu en deçà de tout le reste. C'est pour ça peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont pu passer à côté. Et moi, c'est des morceaux que je trouve un peu en deçà. Mais je rappelle, je suis un gros fan de SCH. Et quand je dis que tel morceau est un peu moins bon que l'autre, c'est pas pour dire qu'il est mauvais, mais c'est pour dire qu'il est moins bon par rapport aux autres morceaux de SCH. Je compare pas avec d'autres artistes, comme le feat avec Sfera et Basta, Cartine Cartier qui est vraiment top. J'adore beaucoup la prod de Neuer. Franchement, elle est vraiment top. Pareil, elle commence à vieillir un peu, fait toujours cet effet. Je trouve qu'il y a un morceau qu'on parle pas assez, c'est comme Alléluia. Honnêtement, Alléluia, je le trouve vraiment top. L'envolée lyrique, SCH qui se surpasse, les paroles. Il n'y a pas grand chose à jeter dans cet album. Surtout que techniquement, c'est quand même son premier album. Donc c'est quand même vraiment très très fort aussi.
Mais je pense quand même que c'est l'un de ceux que je réécoute le moins en entier. C'est peut-être plus quelques sons par-ci par-là, mais parmi toute la discographie de SCH, je pense qu'il doit faire partie des 2 ou 3 que je réécoute le moins quand même par rapport aux autres. Un changement notable aussi, c'est que contrairement à 7 dans la mixtape, l'outro qui était Fusil, là l'outro c'est Murcielago, t'écoutes ça après Essuie tes larmes, tu te dis bon, je pense que c'est fini. Puis là tu te prends la claque de Murcielago, ouais, est-ce que c'est fini ou alors est-ce que je suis revenu au début, c'est l'intro, puis j'ai loupé le premier morceau. Ça que je trouve ça vraiment fort, c'est que justement avec cet intro, il est pas resté dans la même veine qu'avec Fusil, il a voulu aller quand même un peu plus loin par rapport à ça. Mais je dirais quand même, de manière générale, même si j'adore vraiment le mood que dégage cet album un peu poisseux, avec ses prods très lourdes, avec beaucoup de réverbération, l'album pâtit un peu de ça, où des fois t'as des prods qui sont vraiment très 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 marquantes, bien appuyées, comme celle de Himalaya, notamment, par rapport à d'autres qui, tu vois, essayent d'être dans le même état d'esprit, mais n'y arrivent pas forcément, ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a un peu trop de différence entre certains morceaux, sans parler de Allô Maman, où je la connais, sont des sons, mais fabuleux. Après tout ça, c'est vrai que juste Anarchie, je le trouve vraiment top, vraiment top. De toute façon, c'est un album qui serait top 1 dans la discographie de la plupart des rappeurs français. Donc comme l'album est quand même très bon, justement, je le mets dans la case très bon. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. J'passe sur SKY, j'passe sur OKLM. Ça sent le gris montagne, pute, les grosses fiscalités. J'passe te tuer ce week-end, après j'baiserai ta mère. J'lui chanterai si tu savais comme Jean-Philippe Smith. Ensuite, on attaque avec du lourd, justement, avec Deo Favente. Franchement, c'est un album que j'adore, que je trouve justement assez mis de côté. Et par rapport aux 2 précédents, là, tu vois vraiment encore plus la patte SCH qui va le faire avancer vers la recette qu'il essaie de peaufiner pour arriver aux œuvres Julius quelques années après. Et il faut pas oublier que justement à ce moment-là, SCH il est sur un projet par an. A7 en 2015, Anarchie en 2016, Deo Favente en 2017 et les autres qui arrivent aussi. Donc franchement, ouais, c'est quand même très très fort de réussir avec autant de régularité à proposer ça. Comme si elle est vraiment une bonne intro, mais c'est pas une de mes préférées, notamment à cause de la prod que je trouve un peu répétitive. Mais franchement, ça te permet de bien rentrer dans le projet également. Mais c'est vrai que cet album, il avait quand même vraiment une patine très spéciale, que ces prods, elles sont plus orchestrales, elles sont plus étirées également. Tu vois que là-dessus, il y a vraiment eu encore un step-up au niveau des prods, notamment avec Mac 11, avec La Nuit. Enfin, franchement, c'est un de mes albums préférés juste en termes de prod. Je le trouve vraiment très très fort. Pour parler du feat avec La Crime, c'est un des sons que j'aime le moins, parce que je préfère quand même vraiment beaucoup plus Liquide. Dans A7, à chaque écoute, je trouve qu'il te met une teutard comme ça. Ça va, j'aime un peu moins, honnêtement. Je trouve la prod un peu moins d'âme quand même. Il arrive moins à m'intéresser. Donc c'est ça, c'est vrai que Ça va, puis Day Date, c'est quand même les sons que je réécoute le moins. Mais honnêtement, 2 sur tout le projet, je trouve que c'est quand même très très correct. Des sons légers, mais lourds en même temps, comme Pas la paix. Oh là 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 là. Vraiment, Poupée Russe aussi est tellement fort. Il y a beaucoup de ressemblances entre Poupée Russe et Pharmacie. Dites-moi, peut-être que je suis fou, mais je trouve justement que ce soit dans la prod, dans le thème, dans les flows de SCH, je trouve qu'il y a quand même vraiment beaucoup de ressemblances entre les deux. Aux 2 tiers de l'album, t'as 6:45 qui est là, qui arrive pour te découper. Non, franchement, c'est vraiment fort. Puis surtout, à la fin, tu te dis, bon, tu vas revoir une intro un peu mélancolique, à la Fusil, je reviens de loin. Puis là, non. Même pas non plus un gros son kické comme Murcielago qu'on vient de voir. Et là, il te remet Météore et Temps mort, qui n'ont rien à voir, qui sont 2 sons plus ensoleillés par rapport à tout ça, qui sont 2 sons quand même qui diffèrent des outros précédentes. Et honnêtement, je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup ces prises de risques. C'est un peu pour toutes ces raisons, puis notamment la cover. Mais quelle cover! Honnêtement, pour moi, c'est la 2e plus belle cover de la discographie de SCH. Honnêtement, j'ai vraiment pas peur de le dire. Je la trouve vraiment phénoménale avec ce SCH qui regarde vers le bas, la couronne dans les mains qui lui a brûlé. Non, franchement, c'est vraiment fort. Donc c'est pour toutes ces raisons que je le mets quand même à la 3e place. Et je trouve que c'est quand même un album qui se réécoute quand même assez facilement. Quand même la variété dans les sons. J'ai pas trouvé mon syndrome, pas trouvé ce fils de timbre, j'ai pas trouvé mon synthrope. T'as qu'à retrouver mon cœur si tu trouves ça facile. Alors, Julius 1. Mais je sais pas par où commencer honnêtement. Parler de la cover de Deo Favente, mais pour moi ma préférée c'est quand même vraiment celle de Julius 1.
Je trouve elle a tellement d'âme, la fontaine en arrière, la villa du parrain, la fourrure, le regard vers le bas, la fourrure à moitié ouverte sur le torse, les mains, le tatouage de Otto. Elle est iconique et franchement, ouais. C'est une cover de fou qui symbolise vraiment tout ce que représente l'album. Mais c'est pas un album qui se réécoute très facilement avec les interludes. Mais je trouve que les interludes, c'est quand même un truc qui te met quand même dedans à chaque fois. Les prods des interludes, je les trouve vraiment phénoménales. Et le pire, c'est que justement dans Julius, même les prods des sons sont aussi bien, voire meilleurs que les prods des interludes, ce qui fait que ça te rend dans cet univers grandiose du sud de l'Italie avec la voix de José Lucioni, RIP, qui justement t'embarque dans cet univers. Les interludes, je les trouve vraiment pas trop longues, honnêtement. Elles sont vraiment bienvenues, et même si c'est sûr que c'est pas un des albums que je réécoute le plus, mais quand je le réécoute, je me le fais vraiment de A à Z avec les interludes. J'ai du mal à me réécouter quand même quelques sons par-ci par-là. Je me le savoure quand même à chaque fois en entier, dans l'ordre, avec les interludes, pour capter toute l'âme de Julius qu'il a réussi à mettre dans ce 3e album qui, pour moi, est vraiment le meilleur album de SCH. Le seul et l'unique. Je trouve aussi que le feat avec Nino est vraiment dingue. On sait jamais sur le morceau quand il y a une phase si c'est Nino qui est meilleur que SCH. Oh, SCH là, oh non, il est trop loin. Oh non, Nino, il est encore plus loin. Donc vraiment, les deux, ils se tirent la bourre là-dessus. Et franchement, ça fait vraiment plaisir justement de voir qu'ils ramènent pas trop de feat et que sur cet album-là, le feat est vraiment au-delà de nos espérances même. Justement, le taf de Guilty sur toutes les prods, il est tellement phénoménal. Je pense qu'on se rend même pas compte du travail requis pour arriver à ce niveau de détail dans les prods avec la petite guitare italienne, les pianos en fond. Non, honnêtement, c'est vraiment très fort. Puis surtout les percussions qui arrivent à être quand même cohérentes. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fou à cet album. Et j'ai même du mal à le quantifier. Mais c'est que toutes les prods sont phénoménales et tellement stratosphériques. En même temps, toutes avec des âmes différentes et des univers différents propres à chaque morceau, mais tellement similaires. Genre, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, le fait que tout soit très similaire, mais en même temps tellement différent, en proposant une âme et une variété à chaque morceau. C'est vraiment fou. Ouais. Et surtout, je trouve le truc en plus qui le fait passer pour moi devant A7, c'est vraiment toute l'imagerie qu'il y a autour de cet album. Les clips, le court-métrage, vraiment l'univers qui est poussé au bout. T'as pas juste les voix off là comme ça pour casser les pieds entre deux morceaux. Non, elles sont bien travaillées, elles sont au service de l'artiste, avec les clips, avec le court-métrage qui te plonge encore plus dedans et honnêtement ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est mon album de SCH préféré. La claque que je me suis pris quand j'ai écouté VNTM pour la première fois, je m'attendais pas à ça. Puis même si avec la prod d'aujourd'hui, je me la prends quand même un peu moins, mais elle reste quand même tout autant phénoménale. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de commencer un album de cette manière, surtout que l'album te lâche pas. Il te prend et t'arrives pas à le lâcher. C'est vrai qu'avec le temps, je préférais quand même plus au début des morceaux comme Pharmacie, comme Auto, comme Prêt à partir. Mais c'est vrai que plus le temps passe, un de mes morceaux préférés qu'au début, j'avais pas forcément retenu, c'est quand même Sky Dweller, que je trouve vraiment incroyable et pour moi, il est quand même dans mon top 3 de l'album. Sky Dweller, je le trouve vraiment fou, qu'il a une ambiance qui s'affine à chaque écoute, que tu apprécies à chaque fois. Ces petits tic-tic comme des gousselles reviennent répétitivement dans la prod, te garde justement en haleine avec les propos de SCH, ses envolées. Et je trouve surtout qu'il a trouvé la bonne recette entre le fait de chanter, de rapper vite, il ralentit, il repart, il rechante un peu, il re-rappe, il a vraiment trouvé le bon équilibre qu'il n'avait pas forcément sur tous ses albums, tu avais vraiment un son plus dans telle catégorie, un autre dans ce style, alors que là il les enchaîne à l'intérieur d'un même morceau et c'est ça que je trouve vraiment fou, notamment sur un morceau comme Mort de rire ou alors Incompris, puis même Ciel rouge qui n'a rien à voir avec ce qu'il a pu faire. Je trouve qu'il y a un son comme Ivresse et Nessie, j'ai quand même l'impression qu'il est vraiment passé sous le tapis, alors que c'est quand même un son très important, je trouve, dans la construction de l'album, parce qu'il tient vraiment les deux bouts, le côté avec ses pianos reverse mis dans la prod et le SCH qui kick en même temps, qui est hyper mélancolique sur ce son, d'où le nom aussi Ivresse et Initie. Et c'est vrai que je le trouve vraiment fou et qui fait vraiment, je trouve, un pont entre ces deux parties de l'album, la première puis la deuxième, mais on pourra en parler plus tard comme les intros dans peut-être une autre émission. Bénéfice, mais quel outro. Un des signes qui m'ont fait comprendre que Julius de SCH était mon album préféré de SCH et à mes yeux le meilleur, c'est ma première écoute de VNTM
et ma première écoute de Bénéfice. Quand je les ai écoutés, je me suis dit oui, c'est pas juste une première écoute. Ces morceaux-là, c'est trop fort, il est trop fort. Mais Bénéfice, franchement, à chaque fois, ça fait le même effet et je le trouve vraiment fou, même si il a quand même plus d'importance et de puissance quand tu l'écoutes dans la continuité de l'album que tout simplement dans une playlist, par exemple. Je trouve que ça perd un peu de son sens. Fils de pute, on tire, on va parader. J'avais pas un radé. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais rue parader. Je passe le prod au piano, dans mon catane. Alors, Rooftop, c'est vraiment un très très bon album. J'avoue que quand il est sorti juste après Julius, je me souviens quand même pas être dégoûté, mais je me souviens quand même avoir eu des sentiments un peu partagés pour ce projet, parce que je me disais, waouh, j'ai vu les clips, je me disais, mais l'imagerie, elle est folle. Le clip de Saïra, le clip de Interlude. Au début, j'avais un peu des sentiments partagés quand c'était sorti. Je dis, attends, mais il sort pas un Julius. Ok, c'est cool, mais qu'est-ce que c'est que ça exactement? Il y a beaucoup plus de feats que sur tous ses précédents albums réunis. Mais justement, dans l'esthétique de ces clips, il réussissait quand même encore à me capter. Je trouve que c'est l'un de ceux qui a la meilleure replay value. Tu l'écoutes justement un son par là, ou tout l'album au global. Franchement, il passe vraiment très très bien. Et c'est un album vraiment à l'époque que beaucoup de gens avaient descendu. Parce que tu peux pas le comparer avec un Julius, celui-là il est différent. La cover, je la trouve vraiment très très belle aussi. Elle a une âme différente d'ailleurs par rapport à toutes les précédentes où c'était quand même SCH en personnage principal sur la cover, que ce soit en portrait, en plan rapproché ou alors de plein pied. Là c'est vrai qu'il est tout petit sur la cover, donc c'est vraiment pour montrer que l'album est différent des précédents, qu'il est là mais qu'il n'est pas là pour autant démontrer que les autres, et pourtant, comme il le dit même sur un morceau, il n'a jamais autant voulu prouver qu'avant. Les morceaux sont fous, l'intro, mais cervelle, est incroyable et c'est même pas le meilleur son de l'album. All Eyes on Me, je trouve que Merci Persia Beats, c'est toujours une des prods les plus folles de cet album. Franchement, la première fois que tu la réécoutes, même Mayday avec Nino, qui, tu vois qu'il a pas essayé de faire un Prêt à partir 2, mais quand même toujours aussi cohérent. Franchement, qui est toujours fou, des sons plus chill, Petit cœur, ça ira. Il va dans plein de directions différentes et en même temps il réussit tous ses paris, même si sur tous les feats, il y en a que je suis un peu moins fan que d'autres, même si c'est quelque chose qui a toujours été cher à SCH sur les précédents et sur les features albums, quels que soient les morceaux. Toutes les prods sont top. Petit bémol pour celle de Baden Baden où la lead principale, au bout d'un moment, est un peu répétitive. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de la réécouter. Mais sinon, je trouve que toutes les prods ont vraiment quelque chose et sont vraiment folles. Et je trouve que c'est ça qui porte vraiment l'album, en plus de la performance des flows et des différents styles que SCH utilise à chaque album. Un son comme Super Silver Ace que beaucoup de gens critiquent, je trouve qu'au début, oui, je l'ai pas forcément apprécié, mais plus le temps passe, plus il remonte de plus en plus dans mon estime. Puis par rapport à des sons plus Zumba comme il a pu faire récemment, je trouve que ce son, il est quand même vraiment très bien. Le refrain est quand même sympa, et je trouve surtout Carrie par la prod qui porte quand même vraiment bien le tout. C'est ça, puis il y a des sons vraiment comme Ciment, je trouve que là, on retrouve vraiment un SCH, comme je parlais tout à l'heure de la période plus anarchie, un son comme Tirer un trait qui reste dans la vibe aussi de Saïra. Pareil, il montre qu'il a encore de la profondeur, mais qu'il est là, c'est un chef, puis il te montre qu'il peut te faire tous les plats, entrées, plats, desserts, le cocktail, le service, et qu'il réussit tout. C'est pour ça que je trouve que Rooftop, oui, c'est pas l'album le plus cohérent dans chacun de ses sons, mais tout est bien fait. Donc en fait, je vois pas forcément qu'est-ce que on pourrait souhaiter de plus. Tu vois, justement, même un son comme Everyday, c'est pas un son que j'aime beaucoup. Je trouve pas les performances de Capo Plaza, Soul King phénoménales, mais la prod est quand même très très bonne encore une fois. Donc même dans les sons les moins bons de l'album, les prods sont quand même toujours là pour rehausser le niveau. Mon Frime, un super son d'été qui est dans cet album que j'ai redécouvert beaucoup plus tard. Au début, je m'étais vraiment pas pris autant. Aga conclut vraiment bien le tout. T'es là, tu te prends tout, puis à la fin t'es là. T'es juste bien, t'as juste envie de écouter, de te sentir un peu nostalgique de toute cette époque, alors que derrière, il nous reste encore 3 albums. Une nostalgie un peu plus positive, surtout quand on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc Aga conclut parfaitement cette expérience qui est Rooftop. Rooftop que je classe donc juste en dessous de Anarchy, parce que tous les albums sont phénoménaux, faut bien faire des choix, mais c'est vrai que les précédents, je trouve qu'ils ont, comme je l'ai dit, des petits éléments en plus par rapport à Rooftop. 600 000 albums plus tard, putain quelle est loin la maternelle. On tombe pour train de vie sans preuve matérielle.
J'irai braquer si la petite a des rêves que je peux pas exaucer. Alors on arrive au deuxième volet de Julius 2, sorti en 2021, 2 ans après Rooftop, qui est passé par le Covid, on le sait tous, qui a été refait suite au succès de Bande Organisée, qui a mis aussi justement Guilty puis un univers plus similaire à celui du 1 de côté pour aller vers quelque chose de plus ouvert pour le nouveau public qu'SCH avait. Donc ça c'est des faits, on va pas le contester, mais c'est vrai, je trouve que ça rend quand même l'album plus facile d'écoute que le Julius 1. Ça, je suis d'accord que c'est pas un Julius. Quitte à avoir mis des interludes dans cet album, autant les enlever. Parce que je trouve qu'elles apportent absolument rien, si ce n'est un petit fondu sympa avant chaque morceau. Les instrus des interludes tabassent justement tellement toutes les autres prods des morceaux, à part quelques-unes évidemment. Mais je trouve justement que l'album est très inégal en termes de perf de SCH, où des fois il s'envole très très haut, des fois c'est un peu plus correct, j'ai envie de dire, où les prods pareil, ça va du très moyen à du très bon, même si le très bon est souvent sur des interludes. Ça me dérange pas qu'il fasse un album plus ouvert, même si j'étais quand même vraiment deg à sa sortie. Donc c'est un bon album de SCH, un très mauvais Julius. Et c'est triste de dire ça alors que c'est seulement le deuxième volet. Même si j'ai beaucoup aimé le feat avec Freeze, je trouve que il manque une âme, il manque un supplément de quelque chose, une petite folie, ça fait quand même un peu trop calculé. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de sons où tu vois le potentiel, mais j'ai du mal à me projeter avec ceci. Marché Noir, je trouve pas que c'est une intro tant fabuleuse que ça. J'aime beaucoup l'énergie qu'a SCH là-dessus, là je le trouve vraiment très bien. Mais la prod, même si c'est Guilty, je la trouve un peu redondante, je trouve qu'elle va pas assez loin. Cette flûte, je sais pas, elle arrive pas à me prendre comme les précédentes intros de SCH. Autant il y a d'autres morceaux qui arrivent à être vraiment bons à attraper, comme Fournaise, et même si Grand Bain, j'avoue que la prod, c'est pas la meilleure, mais elle arrive à me capter. C'est vrai que des morceaux comme Aluminium, Crack, honnêtement, j'arrive pas. Aluminium, j'aime beaucoup le flow qu'il a, qui tape bien, c'est assez saccadé. J'ai vraiment du mal avec ça. Crack, je trouve que c'est vraiment pas un bon morceau. Je comprends pas qu'est-ce que ça fout là. Zone à danger avec l'interlude juste avant de la battue, je trouve ça vraiment très bien. Boumi, il a fait un beau taf à la prod. Euro, j'aime beaucoup la top line de Meryl, je la trouve vraiment bonne. La prod, je trouve qu'elle a un truc, mais le délire est pas poussé assez loin. Je sais pas, mais à mon jugement, la prod de Euro, c'est encore une version trop early. Il aurait fallu la pousser un peu plus loin encore pour vraiment lâcher les chevaux comme on a pu le voir sur les albums précédents. Assos, je trouve que c'est un des pires sons de la carrière de SCH, je le trouve vraiment inaudible. Comme Mode Akimbo, je vais même pas en parler. Le petit combo un peu mélancolique, en même temps un peu ouvert, parano, corrida, raison. C'est vrai que ça passe quand même toujours bien. L'avantage aussi de Julius 2, c'est que l'album se finit quand même plutôt bien, avec les Mafias, Loup Noir, Fantôme, puis Tempête. Honnêtement, oui, là-dessus, je trouve que l'album repart bien, puis c'est un bien meilleur feat avec Jul, justement le morceau Fantôme avec Laura Luciano également, plutôt que Mode Akimbo. Je trouve qu'ils auraient quand même dû intervertir les deux. Donc c'est ça, c'est quand même un bon album. Mais c'est un mauvais Julius. Et je trouve que justement par rapport à l'album d'avant, ici, chaque prod n'est pas poussé au bout, au maximum. C'est pour ça que pour moi, Julius va dans la catégorie dommage. C'est un bon album, mais je peux pas le mettre plus haut. Et quand ça shine, je suis pas dans le doute. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Aucune émotion. Ensuite, Autobahn. Alors Autobahn, déjà la cover a rien à voir avec les autres, même avec Préquel qu'on verra ensuite. T'as juste la voiture. Il y avait son délire de cover alternative, mais ça se voit que c'est un projet bâtard qui est entre deux choses. Il sait pas trop. Il a voulu faire un rooftop 2. Mais en fait, c'était aussi un asset 2.0. Dans la cover, tu vois vraiment l'image qui est associée à cet album, faussement mixtape, n'est pas cohérent. Moi, j'ai un problème avec l'appellation mixtape sur cet album qui n'en est pour moi pas une, parce qu'il y a une direction assumée autour des voitures de course et je comprends pas pourquoi il l'a appelé mixtape, si ce n'est pour baisser les attentes des gens par rapport à s'il avait dit que c'était un vrai album. Donc au global, Autobahn, il y a quand même quelques sons que je me réécoute, que je trouve quand même appréciables, même si honnêtement j'adore BSBP, mais Magnum, je suis pas fan de la prod, je suis pas fan de la presta des CH, je trouve ça vraiment pas fou. Leaf, je trouve ça un morceau quand même assez convenu, parce que je trouve qu'il y a vraiment des morceaux inaudibles dans l'album aussi. Niobé, Marginaux, Offshore, Autobahn, 83K, Madre Mia. L'album, je trouve qu'il y a le plus de morceaux
oubliables et tu as envie de les oublier par rapport à toute la carrière du SCH. Je trouve que le feat avec Sur la Lune, honnêtement, est quand même vraiment bienvenu. Pour le coup, je trouve que c'est une des grosses réussites de cet album. Les deux se complètent bien, même si l'approche, je pense qu'elle va très rapidement vieillir. Je trouve que c'est un projet où il y a quelques sons que je réécoute quand même encore, que j'arrive à apprécier. Mais c'est vrai qu'au global, c'est même plus que décevant, surtout quand tu le marketes comme un A7 2.0, mais aussi un peu un spin-off à la Rooftop. Donc c'est ça que je trouve un peu bizarre avec ce projet, et c'est pour ça que dans son entièreté, je le trouve encore même moins bon que justement Julius 2. Donc c'est pour ça que pour moi, Autobahn, ça va à la dernière place. Je veux la Hulk, je veux la Federer, et pas crever comme ceux qui fédèrent. On se pointe en flot paramilitaire, point serré, cœur en pierre, et je revois mourir mon père à chaque fois que je ferme les paupières. On arrive sur la fin de cette tier list consacrée à la discographie de SCH avec le nouveau-né Julius Prequel Julio, sorti en mai 2024. J'essayais d'avoir aucune attente, même s'il nous a bien saucé avec Cannelloni. Je trouve que c'est un album complet, cohérent, de A à Z. Les intros, elles sont là, elles sont vraiment très bien. Il forçait au début un peu sur le côté cuisine, mais après, bon, t'arrives quand même à passer un peu outre. Je comprends la démarche. L'album est fou. La cover est très très belle. Toute l'imagerie autour de cet album est vraiment très cohérente, notamment avec les clips, avec les courts-métrages. Même si j'ai un petit problème avec les clips et l'imagerie, parce que c'est censé être un retour à avant Julius 1. Et tu vois un SCH qui a quand même de la thune dans Cannelloni, qui est quand même fortuné. Tu sais pas forcément d'où ça vient. Dans Les Hommes aux yeux noirs, le clip, tu comprends pas le pourquoi du comment, le contexte. Le clip de Prequel est vraiment fabuleux et correspond vraiment bien à l'esthétique de la chanson. Et le court-métrage, évidemment, est parfait. Bien mieux que ce qui nous avait été servi pour Julius 2. Ce court-métrage, en fait, une fausse interview de SCH et ses proches. Donc c'est ça, je réécoute moins les Julius que les autres pour savourer à chaque fois, mais le Prequel m'a quand même vraiment fait changer d'avis et d'habitude. Puis sa sortie, je l'ai vraiment beaucoup écouté, je l'apprécie autant et je le trouve vraiment phénoménal. Donc excuse-moi SCH pour avoir douté, mais cet album-là, il est vraiment fou. Il n'y a pas de feat, toutes les prods sont vraiment bien, tout cas c'est surpassé. Tous les autres beatmakers ont réussi à s'imprégner de l'univers, donc tout est vraiment cohérent et c'est ça qui fait plaisir sur cet album-là par rapport aux autres. Donc je sais pas si je le classe, honnêtement, j'ai quand même envie de mettre une petite catégorie Prequel au-dessus de Deo Favente. Aujourd'hui, on est seulement en septembre 2024, l'album est sorti il y a quand même plusieurs mois, donc il est encore trop tôt pour moi pour décider de la place du Prequel dans la discographie de SCH. Pour l'instant, je le mets là en 3e place, donc ça, je l'ai inclus, mais il n'a pas de place définitive pour moi. Tigela, Wido, le feu sous l'imperméable. Moi je préfère leur faire de l'ombre que faire de la peine assez grave. Je vais twerker cette jolie bitch sur les genoux d'un rat. Donc c'est ça, pour la suite, on verra. Est-ce qu'il y aura Julius 3? Est-ce qu'il y aura un autre spin-off comme Rooftop et Autobahn? On verra bien, en tout cas j'ai hâte de le savoir. Pour moi, s'il doit y avoir un Julius 3, ce serait pas avant fin 2026 pour qu'SCH puisse vraiment le travailler en profondeur comme on l'a vu avec le Prequel, avec Julius 1 et Rooftop, et pas justement comme les récents Autobahn et Julius 2. Mais mon petit souhait, franchement, un petit feat avec Damso d'ici quelques années, 2026, ce serait vraiment très apprécié. Il a jamais featé ensemble, je pense que ça pourrait vraiment faire un morceau de ouf. Ça y est, c'est fait. Maintenant, à toi de mettre ton top album de SCH en commentaire. Libre à toi d'inclure le Prequel ou pas dedans. C'est déjà et seulement la 4e émission de La Vie de Personne, alors va follow Avis de Personne sur Insta pour rester informé des sorties d'épisodes. Un grand merci pour le temps passé ensemble sur ce format un peu différent de d'habitude et la confiance que tu m'as donnée pour cette 4e émission. J'ai hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour la 5e émission, La Vie de Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao!